Il y a comme ça des moments magiques dans la vie, vous savez, ces moments où on rencontre des gens, on ne sait pas comment c'est possible et puis c'est possible. J'étais en pleine émission avec, Jacques Martel, qui est un de mes premiers mentors et il parle d'Olivier Borgeaud dans cette émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay et il dit, bah, moi je recommande ce monsieur Olivier Borgeaud qui est d'ailleurs, dans sa boîte, sa maison d'édition et donc ce soir et ben, je vous propose, de le rencontrer aussi. Olivier, en fait, avec lui, nous allons parler des relations parents-enfants. Bonsoir Olivier. Bonsoir, merci beaucoup les mecs d'avoir invité. Avec grand, grand plaisir. D'autant que, ah bah tiens, il y a Laurence qui nous fait déjà un petit bonjour. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Euh, D'autant qu'en fait, moi, je suis grand-mère aujourd'hui, mais tout ce qui concerne le volet éducation, eh ben, ça m'intéresse toujours. Et d'ailleurs, je fais beaucoup d'émissions sur l'éducation parents-enfants. Laurence nous dit, ah, les belles rencontres sont magiques. Oui, elles sont toujours magiques. Et donc, je t'ai invité pour parler de ton livre, Parents-enfants, et de ce qui t'a mené. Alors, moi, j'aime bien démarrer avec mes invités par leur parcours. Tu vois, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour, toi, Olivier Borgeaud, tu décides bah, de t'intéresser à l'éducation? Alors évidemment, quand on est parent, on pourrait penser que c'est quelque chose de normal, mais est-ce que ça l'est vraiment? Tu vois? Et donc, quel est ton parcours, Olivier? Ben, mon parcours, il est simple, en fait. Enfin, simple, c'est une façon de parler. Je suis devenu papa un jour, donc c'était en 2002, le 31 août très précisément. Et puis, quelques temps après, il a fallu qu'on se sépare avec la mère de mon fils. Et je me suis retrouvé avec un enfant de 3 ans que j'allais voir un week-end sur deux. Et je voulais être père, mais sans être copain, et que ce soit juste, et être sûr de pouvoir entretenir et créer une belle relation avec lui. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, à l'éducation. Je me suis formé moi-même en tant que thérapeute, ou accompagnant par la sophroanalyse. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Mmh. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Est-ce que toi, par exemple, tu avais souffert de l'éducation que tu avais reçue de tes parents? Ah bah, c'est Ce une qui aurait pu expliquer que tu t'intéresses particulièrement à être un bon papa? Oui, c'est une répétition. En fait, comme j'ai dit, là, on s'est séparé avec la mère de mon fils, il avait 3 ans, et mes parents se sont séparés lorsque moi j'avais 3 ans. Donc, Ah il n'y a pas ouais, de hasard. Et oui, donc moi j'ai souffert de ça aussi quand j'étais enfant, de la ouais. séparation. Et donc, ça me tenait à cœur vraiment de créer cette relation avec lui dans de bonnes D'accord. conditions. Et quand tu dis que tu avais souffert, ça veut dire que toi, tu t'étais quoi? Senti responsable quand tu étais enfant et que tu vois tes parents se séparer? Est-ce qu'il y avait cette notion-là qui était dans cette Non, souffrance ou c'était autre j'étais trop chose? jeune. J'étais trop jeune pour ça, donc je m'en suis pas rendu compte vraiment. C'est par la suite. Et puis pendant très longtemps, bah, j'ai pas vu mon père qui était simplement absent de ma vie pendant de très longues années. Et oui, là, c'est plutôt de ça dont j'ai souffert en fait, de son absence. D'accord. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, alors là, on fait un grand pas en retour aujourd'hui. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as réussi à devenir un bon papa? Ah bah si j'écoute mon fils, oui, il m'a fait et il me le dit régulièrement. Donc oui, je pense que on a créé Oui, ensemble j'ai quelque cru chose. comprendre qu'il t'a dit quelque chose de très, très important. Oui, ça me sort de la tête. Qu'est-ce que tu as dû le voir quelque part? Je l'ai lu là. C'est cette chose de dire: «Bah, papa, toi et moi, on s'entend bien et j'aime bien les relations qu'on a», c'est quand même extraordinaire. Ouais, Moi, c'est j'avoue ça. que je me rappelle pas que mes enfants m'aient dit ça. Peut-être qu'ils me l'ont dit, mais je n'ai pas souvenir de ça et ça, c'est merveilleux quand on arrive à ça. Oui, ça c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait de me dire ça un jour. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est une co-création qu'on a fait ensemble. Alors effectivement, moi, quand j'étais l'adulte quand il était enfant, donc j'étais initiateur de quelque chose, parce qu'au départ, c'est moi qui avais la responsabilité de cette relation. Et puis au fil du temps, avec la- le fait qu'il ait grandi, le fait qu'il ait pris conscience de plein de choses, et ben, la, la responsabilité s'équilibre entre l'enfant et le parent. Mais au départ, oui, c'était moi. Mais ça reste néanmoins qu'aujourd'hui, il a 20 ans, donc c'est une co-création qu'on a faite ensemble. Oui.
Est-ce qu'entre-temps, tu as eu d'autres enfants? Non, c'est le seul. C'est le seul? C'est Ouais. est-ce que tu penses que c'est une partie de toi qui s'est dit: «Oh là là, il faut que j'assure avec un, je vais peut-être pas, en faire de trop, c'est compliqué de l'éducation». Ou est-ce qu'il y a une partie inconsciente qui t'a fait, ne pas avoir d'autres enfants? Non, je pense C'est pas vrai, il est déjà. jamais trop tard, Ouais, enfin voilà, c'est un peu cette ça. Moi, depuis toujours, je me suis dit, j'aurais pas d'enfant après 40 ans parce que c'est mon choix personnel. Je pense qu'après, j'avais le sentiment d'être trop tard. Il aurait 20 ans, j'en aurais 60. Donc, je me suis dit ça. Et donc, quand on s'est séparés avec sa mère, j'avais 6 ans. Donc, voilà, ah le temps de oui! rencontrer quelque chose, etc. Ouais, le terme était échu, si je puis dire. Alors il y a Laurence qui est coach. Laurence, elle s'occupe particulièrement des femmes et elle dit: «La paternité et ou la maternité nous fait revivre des blessures d'enfants». Ah oui, on revit les mêmes choses que notre enfant à l'âge qu'il a, en fait. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Oh, c'est vrai, surtout quand ça vient de nous toucher. C'est pour le tout venant, pas forcément, mais quand quelque chose, arrive et puis que, on est touché personnellement, oui, ça devient Oui. vrai, oui. Donc qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile pour toi en tant que papa à mettre en œuvre, à réussir à mettre en action, en application dans cette envie d'être un bon père? C'est en fait ce qui donne le titre de mon livre, c'est «S'élever ensemble». Et ce qui s'est passé un jour, c'est que, il avait 6 ans, il apprenait ses tables d'addition, il en était à 2 plus 2 et puis il avait du mal à trouver la réponse, ce qui est tout à fait normal à ce moment-là. Et moi, ça m'a rendu fou. Mais vraiment, j'étais dans une colère noire, intérieurement, c'était l'apocalypse. Et en même temps, j'avais une petite voix qui me disait: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te mets dans cet état-là pour une simple addition 2 plus 2?» Oui. Et puis, à un moment, j'ai quitté la pièce, je suis revenu, je suis allé me calmer, je suis revenu et je me suis dit: «Là, il faut faire quelque chose». Et ce quelque chose, c'était reprendre la responsabilité de ce qui m'appartient, mes émotions, mes besoins, mes croyances, ce dont j'avais envie et éviter de les projeter sur lui, heu, simplement, donc vraiment me les réapproprier et donc Mmh. m'élever aussi en même temps que lui grandissait et en même temps que lui, je l'élevais, si je puis dire. Mmh. Laurence nous dit: «C'est beau ça. Mes enfants me font grandir tous les jours et je leur dis». Ouais, Donc c'est ça que tu as voulu, témoigner aussi parce que c'est le livre d'un professionnel, mais c'est aussi le livre d'un papa et c'est les 2 réunis dans ce livre? «S'élever ensemble»? ah bah, c'est sûr que mon histoire est en filigrane dedans, ça, c'est effectivement, il y a quelques exemples qui sont les miens, dans tout ce que je donne. Oui, donc bien sûr, oui, mon histoire est dedans, ça, c'est sûr. Alors, j'aimerais que tu nous dises aussi, là, je t'ai posé la question. Alors, bon, Laurence te dit, «J'adore, bravo Olivier, j'adore cette, notion de prendre la responsabilité de ses propres émotions» et ça, c'est tellement compliqué, en fait et donc est-ce Ouais. que tu as des astuces? Est-ce que dans le livre, justement, on retrouve des astuces qui font que tu as réussi là où il y en a beaucoup d'autres, peut-être, qui n'ont pas réussi? Bah, d'abord, merci Laurence pour ce message, c'est très très ça me touche. Et ce que je propose, en fait, dans le livre, c'est vraiment oser remettre en question tout ce qu'on a appris, remettre en question toute la relation qu'on a eue nous-mêmes avec nos propres parents, avec les adultes qui nous ont entourés pendant que qu'on grandissait et oser le faire. Parce que parfois, on a des appréhensions à remettre en question ce qu'on a vécu, ne serait-ce que par une sorte de loyauté à la famille. Mais c'est vraiment très important de remettre tout à plat et de tout re-questionner. Oui. Et après, une fois qu'on a re-questionné quelque chose, où on le garde, où on l'enlève en fonction de qui on est et ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Mmh. Tu dis que tu t'es intéressée au développement personnel. Est-ce que ça t'a aidé aussi à trouver des solutions pratiques justement pour bah, prendre tes responsabilités, ne pas, comme tu disais tout à l'heure, projeter des choses sur ton enfant alors que ça t'appartient et que ton enfant n'a pas à vivre, ou à revivre des choses que toi tu as vécues et qui viennent comme ça, qui sortent de toi sans même que tu l'aies demandé?
Oui, l'enfant n'a pas à être l'exutoire des parents. Alors effectivement, dans le développement personnel que j'ai fait, oui, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté le simple fait de savoir quelles étaient mes problématiques et quels étaient les déclencheurs qui sont les miens et qui me faisaient démarrer. Et une fois simplement le fait de les identifier, l'idéal étant vraiment de s'en affranchir, on est d'accord, mais le fait de les identifier, ça permet de se dire à un moment là, ok, ben là j'ai déclenché, je me suis énervé, mais je sais que là ça m'appartient. Et donc à partir de ce moment-là, je peux reprendre ma responsabilité et l'exprimer à mon enfant. Plusieurs fois, il m'est arrivé de dire, ok, là je viens de m'énerver, mais ça ne te concerne pas. Tu y es pour rien, c'est pas ta faute, ça m'appartient en totalité. Waouh! Et ça, c'est aidant, d'abord pour moi, parce que je reprends ma responsabilité et je le manifeste clairement. Et puis lui, ça le libère de quelque chose, parce qu'il se pensait coupable d'une bêtise ou de quelque chose qu'il aurait fait, et en fait, qui ne lui appartient pas. Mais est-ce que ça a été, parce que tu as une démarche particulière. Moi, je vois, j'ai été maman, maintenant je suis grand-mère et des fois même avec mon rôle de grand-mère, je me dis: «Oh là là, des fois je suis un peu perdue. Est-ce que je fais bien de réagir comme ça? Est-ce que je fais bien d'être une mamie gentille ou des fois peut-être un peu plus sévère?» Mais voilà, il y a en tant que parent ou en tant que grand-parent ou même éducateur, il y a des moments où on peut se poser ces questions-là. Est-ce que toi tu as une démarche, OK, je sais, c'est comme ça, je sais que ça va fonctionner comme ça et hop, j'y vais ou tu es aussi finalement plein de doutes? Bah, oui, enfin, j'ai douté beaucoup. Moins maintenant, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il a 20 ans, donc il est adulte et puis ça va beaucoup mieux. Mais oui, bien sûr, j'ai eu plein de doutes et c'est pour ça que j'ai pensé à remettre tout à plat. Et, et en fait, je voulais vraiment m'assurer que ce que je transmettais à mon fils, c'était ce que moi j'avais sur le cœur. Voilà, donc il a fallu que je mette à plat toutes les valeurs, toutes les croyances, tout ce qui fait que je suis qui je suis et que je vois si c'était compatible ou pas avec le fait d'accompagner mon fils sur son chemin. Oui. Donc, une fois qu'on a tout remis à plat, comme je disais tout à l'heure, où on garde, où on enlève, et puis après, c'est un travail du quotidien euh, de faire en sorte que ce qu'on garde soit vraiment présent et que ce qu'on a enlevé n'intervienne plus dans la relation. Et est-ce que dans cette démarche de devenir un bon papa, tu as, engagé, est-ce que je peux dire ça comme ça? La maman ou la compagne avec qui tu es, aujourd'hui? Enfin, tu vois, est-ce qu'être un bon parent, c'est aussi engager les autres, même si ce ne sont pas leurs enfants? Bah, il faut d'abord savoir si les autres veulent s'engager auprès de l'enfant. Mmh. Ça, on peut pas prévaloir de ça, mais effectivement, si on parle de famille recomposée, le mieux, c'est que tout le monde soit impliqué dans la famille. Alors après, est-ce que les enfants vont accepter qu'un parent qui n'est pas le leur, ou un adulte qui n'est pas leur parent plutôt, intervienne auprès d'eux? Parce qu'ils pourraient avoir le sentiment de laisser tomber leurs vrais parents au profit de l'un qui ne Et l'est pas. mais justement, quel est l'avis du professionnel, à ce niveau? Moi, si moi, je suis pas une professionnelle de l'éducation, mais moi, je trouverais normal, et ça m'est arrivé aussi, hein, à partir du moment où on vit avec quelqu'un, même si c'est pas le papa de nos enfants, c'est normal qu'il prenne ou qu'elle prenne, hem, un rôle Oui, bien sûr. dans l'histoire. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que la deuxième étape, une fois qu'on a posé à plat pour soi, ben, il faut poser à plat dans le couple. C'est-à-dire que chacun a fait un état des lieux de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. Et puis après, on confronte les deux pour, euh, pour savoir comment on fait dans l'interaction du couple vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille. D'autant il est possible qu'on n'ait pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes, idées de l'éducation. Donc comment est-ce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente? Mais on confronte les choses. Alors, dans le livre que je propose, j'ai mis un exercice qui consiste à faire un travail personnel et puis après de le confronter ou de, j'aime pas le terme confronter, en fait, dans le livre, je mets de l'apposer, Proposer, apposer, apposer. apposer celui d'une des personnes du couple avec l'autre et puis on voit comment on peut être compatible ensemble.
Alors après, c'est de la négociation, c'est, des Mmh. ajustements. Il y en a qui ont des choses qui sont vraiment importantes et qui veulent garder, d'autres qui sont moins importantes et puis en fonction de ça, bah, voilà, on crée une échelle et puis après, une fois qu'on est d'accord, une fois qu'on arrive à un échange, gagnant-gagnant, dans ce cas-là, on continue sur ce qu'on a dit et puis chacun respecte, ce qui a été convenu. Alors Laurence nous dit: «Oser se donner la permission d'être déloyal». Excellent. Et ça lui donne aussi un pouvoir qui ne lui appartient pas, celui de te déclencher. Moi, ça me parle ce déclencher parce que, j'ai 2 enfants et j'ai une fille qui a, on va dire, elle a le chic, le talent de déclencher chez moi des colères extraordinaire et là, des fois, je me dis: «Mais pourquoi je me mets dans un état pareil?» Mais il y a que ma fille qui arrive à me mettre dans un état comme ça. Alors évidemment, ça vient sûrement chercher des choses, enfouies en moi, mais justement, quand on est comme ça, un petit peu à fleur de peau, où les émotions, elles explosent. Tu as un autre exercice dans le livre pour ses parents? Bah, là encore, heu, sur le moment, c'est assez compliqué à identifier parce qu'on est emporté dans nos émotions. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre un peu de recul quelques instants plus tard, alors le plus tôt possible après l'événement, pour faire une introspection et essayer de comprendre ce qui s'est passé et quelle est la colère et remonter éventuellement dans le temps pour retrouver, un autre élément déclencheur du même type. Sachant que remonter exactement au premier, c'est l'idéal parce que c'est celui qui a été créateur du déclencheur, mais au moins revenir pas à pas comme ça pour comprendre et ressentir ce qui a fait que, quelque chose s'est déclenché en soi pendant l'événement en question. Ah ouais, d donc revenir à la par exemple, à essayer de se rappeler à quel moment, le pourquoi qui fait Ouais, que je voilà, ça déclenche quelque chose, ah ouais, faut prendre du recul ou de la hauteur, hein, pour faire ça. ouais, c'est ça et c'est un exercice qui est assez compliqué, c'est bien d'être accompagné parfois quand, dans certains cas. Hem, le 2e ch la 2e chose qu'on peut faire, pardon, c'est de relativiser ce qui s'est passé et donc reprendre dans l'instant, dans le moment où ça s'est passé. Alors encore un peu, quelques instants plus tard, mais Quand on soi-même on est calmé. voilà, quand soi-même on est calmé, c'est relativiser en disant: «Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et de quoi est-ce que j'aurais eu besoin à ce moment-là pour éviter d'être déclenché? Pour éviter de m'énerver, pour éviter de me mettre en colère?» sur toutes ces choses-là. Quel est le besoin qui a été le mien, qui n'a pas été honoré à ce moment-là et qui me manquait outrageusement? Oui, ou Laurence dit: «Ou dédramatiser». Ou dédramatiser, ouais. Mais même ça, il faut de la hauteur et du recul ou les 2. Mais quand on est, en plein dans les émotions, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ah bah, dans les émotions, c'est quasiment impossible. Ouais, ouais, ouais. C'est pas Donc laisser on est poser parti, ça et puis essayer voilà. d'en mais est-ce qu'on en discute avec l'enfant ou est-ce que c'est plutôt un travail d'introspection de se dire, de se parler à soi-même? C'est un travail d'introspection. Il faut Ouais. d'abord comprendre ce qui a été le déclencheur en soi, quel a été le besoin qui n'a pas été honoré, parce que ça nous appartient en tant qu'adulte complètement. L'enfant n'a rien à voir là-dedans. Et alors après, heu, une fois que c'est posé, une fois qu'on sait, pourquoi pas partager avec l'enfant, mais de façon légère, pas forcément, Oui, tout ils complètement, peuvent mais pas en oui. faire tout un drame, quoi. Ouais, ouais. Il y a il y a Laurence, alors elle est ambassadrice, de «J'arrête de râler». Tu connais ce mouvement? «J'arrête de râler» Non, avec Christine Lévicky? non, je connais pas. Christine Lévicky, c'est une Française qui vit aux États-Unis et donc elle a écrit des livres et elle a mis en place une méthode pour arrêter de râler. Alors il y a «J'arrête de râler avec mon enfant», «J'arrête de râler avec mon mari», enfin voilà et donc il y a l'exercice, par exemple, du bracelet et l'exercice consiste à chaque fois que je râle, je change pour prendre conscience, tu vois? Je change le bracelet de place et l'idée c'est que, plus je prends conscience du fait que je râle, moins je râle et normalement je sais pas si Laurence, je l'explique bien, mais tu nous diras et bref, elle dit: «En tant qu'ambassadrice J'arrête de râler, on apprend cela en attelle et c'est» alors on apprend cela
en a-t-elle et c'est une habitude à prendre? C'est une habitude à prendre d'arrêter de râler, tu veux dire, Laurence, c'est ça? Ah oui, non, prendre du recul et en faire une habitude. OK, oui, j'ai par étapes. Moi aussi, je t'adore, Laurence. Donc, oui, oui, bah, c'est vrai qu'après, on essaye diverses manières. Oui, Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Et c'est ça qui est perturbant quand on est éducateur, quand on est parent. Parce qu'on se dit: «Tiens, bon là, je vais être super strict parce que là, ça va marcher» et puis on voit que ça marche pas forcément. Alors on passe au rôle de: «Bon allez, je suis le parent cool et puis ça va être bien» et puis en fait, ça marche pas forcément donc on est perdu, hein. oui, un petit peu, mais alors en même temps, faut se lâcher la grappe en tant que parent, quoi. Vous voyez, c'est pas la peine de se flageller parce que ça marche pas. On est humain aussi, on n'est pas parfait, on a des, des ratés, voilà, tout ça, c'est tout à fait normal. Euh, après, bah, pour que ça marche, il faut être au clair avec soi. Encore une fois, il faut que les règles de la maison, par exemple, soient bien établies et que on soit en accord complet avec les règles de la maison. Mmh. C'est-à-dire que si je demande à mon enfant de ne pas mettre les pieds sur la table, il faut que je sois en mesure de lui expliquer le pourquoi je lui demande ça. Oui. Et pas Ju simplement pas dire parce pas que c'est comme juste, ça. c'est parce que je te le demande et c'est tout, quoi. Voilà. Ça, c'était, on va dire, la vieille façon d'éduquer. Moi, mes parents, c'était comme ça. On te demande pas de réfléchir, on te dit de faire un truc et c'est tout, point. Ou de pas faire un truc. C'est ça. Donc, il faut pouvoir expliquer et surtout, il faut que l'enfant comprenne l'intérêt qu'il a à respecter la règle et l'énoncé. Oui, Parce que c'est la seule chose qui va faire en sorte qu'il va la respecter, c'est s'il trouve un intérêt à le faire. oui. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, parce que Oui, finalement, c'est très humain de se dire: «OK, on me demande de faire ça, mais pourquoi je dois faire ça?» Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais au collège, je demandais à mes profs: «Mais pourquoi je dois apprendre les mathématiques?» et notamment, la factorisation, le développement, le machin comme ça, j'étais au collège et quand je posais cette question, on me répondait: «Mais c'est parce que tu dois apprendre». Ben ben oui, oui, d'accord, mais à quoi ça va me servir dans la vie? Et j'en je fais voulais quoi qu'on me demain? l'explique et en fait, bah, comme on me l'expliquait pas, j'apprenais pas, tu vois? Voilà. C'est, bah, moi en maths, j'oscillais entre 0,5 et 2, sur 20 toute l'année et un jour, j'en avais tellement marre, je me dis: «Ah, j'en ai marre d'être nulle» parce que quand on est enfant, c'est pas on n'est pas heureux quand ça Ben marche non. pas, hein. Il y a personne que ça rend heureux. Et un jour, je dis à ma cousine, «Il faut absolument que tu m'apprennes le développement et la factorisation». Je sais plus, j'étais en quatrième ou en troisième. Et elle passe toute une soirée à m'apprendre le développement. De ce fait, on n'apprend pas la factorisation, mais là, le développement, elle m'apprend le développement développé, tu vois? Mmh. Normalement, ça fait genre 3 phrases, le développement en mathématiques. Moi, ça faisait 6 ou 7 phrases. Mais bon, j'arrivais à comprendre le principe. Lendemain, je vais au collège et là, le prof me dit: «Lénaïque, au tableau». OK, bon. Et là, exercice de développement. Alors, c'était tout frais de la Ah, veille. c'est au taquet, là. Ah ouais, ah là, j'étais toute fière, tu vois? Et le prof a halluciné parce que là, j'ai eu 16/20. Je pense que si on avait eu un devoir écrit, il aurait forcément pensé que j'avais copié chez le copain ou chez la copine, mais pas que j'en étais capable. Même moi, je savais même pas que j'étais capable de ça et en fait, j'étais super contente et ça a été la seule fois dans mon année collège où j'ai eu de très bonnes notes en maths, mais j'étais contente parce que j'avais quelque part prouvé que j'étais capable, c'était Ouais. juste que je comprenais pas à quoi ça servait et quand tu dis c'est vrai que quand on demande quelque chose à un enfant et qu'on lui explique pas, bah, finalement, on faut pas s'étonner qu'il ne le fasse pas parce que si pour lui ça n'a aucun intérêt, évidemment, Mais il a aucune raison de respecter la consigne. c'est Alors, ça. j'ai reçu un couple il y a quelque temps, et puis la femme s'énervait parce que tout le monde changeait de place à table, alors d'un repas à l'autre, mais les places n'étaient pas fixes et elle voulait absolument que les places soient fixes. Et donc, je lui ai posé la question, ben, pourquoi est-ce qu'il faut que les places soient fixes et que chacun ait sa place et que personne ne bouge? Et elle est restée muette, elle n'a pas réussi à me dire autre chose que
Bah, parce que c'était comme ça quand j'étais enfant, donc c'est normal. Eh oui, Mais ça, c'est pas une réponse qui satisfait un enfant. oui. S'il faut rester à table, avoir une place fixe, figée, il faut qu'il comprenne pourquoi Pourquoi? il ne peut pas changer de place et quelle est la règle et quel est le besoin derrière. J'adore. Laurence, je t'adore aussi de rester avec nous ce soir parce que tu. Alors, bah, quelle est ton activité, Olivier? Elle demande. Bah, Olivier, quelle est ton activité? On n'est pas assez clair, je crois, ce soir. Alors, d'abord, il est auteur de ce livre, Parents, Voilà. enfants s'élever ensemble, et tu es Accompagnant la parentalité. accompagnant à la parentalité. Voilà, c'est ça. Donc, je mets ta question à Laurence, et elle dit sanctuariser ce qui est important et les conséquences s'il ne les respecte pas. Alors, elle a corrigé après, hein, c'est les LES. Hein. Ouais. Alors effectivement, les conséquences, si une règle n'est pas respectée, il faut que l'enfant les connaisse aussi. Il faut qu'il sache que la règle est établie telle qu'elle, et si il la connaît parfaitement bien, qu'il a très bien compris ce qui est demandé et qu'il ne la respecte pas, il faut qu'il connaisse aussi les conséquences. Oui. Il faut qu'il puisse faire le lien entre la règle non respectée et éventuellement une punition qui pourrait arriver. Ah oui, alors bah tiens, ça c'est une bonne question, c'est une bonne transition. Là, ça c'est pour toi, c'est pour répondre à toi, Laurence. Tu vois, je te mets. Bah, d'ailleurs, je peux le partager aussi dans le chat comme ça. Hop, je mets directement le site. Voilà. Une bonne transition pour parler des punitions, Ouais, Olivier. Est-ce que tu es quelqu'un qui est pour les punitions? mais si un enfant, si une règle est établie et qu'un enfant ne la respecte pas, on peut lui expliquer autant de fois qu'on veut, on peut montrer l'exemple, on peut faire du renforcement positif, on peut faire plein de choses, mais s'il ne la respecte pas, il ne la respecte pas. Ou alors, on dit que la règle n'est plus une règle et qu'elle peut ne pas être respectée, donc on l'enlève. Mais si c'est une règle importante, ben, il faut arriver à un moment donné à faire en sorte que l'enfant respecte cette règle. Alors, le terme punition est assez décrié. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo il n'y a pas tellement longtemps là-dessus. Oui, je suis pour les punitions si et seulement si on les considère autrement que le tout venant. C'est-à-dire que l'exclusion n'est pas une punition, ça c'est un châtiment. La mise à l'écart, voilà, c'est toutes ces choses-là, ce ne sont pas des punitions. Une punition doit être respectueuse de l'intégrité de l'enfant et non violente. Et ça, c'est une règle établie et qui doit absolument être respectée. Non À violente, partir, ça veut dire on ne donne pas de coups, pas de fessées, non, voilà, bien pas sûr, ce non, 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 genre non, de punition-là. non, non, et pas de mots violents non plus. D'être respectueuse de l'intégrité de l'enfant, physique et intellectuelle. Alors, un exemple de punition dans ce cas pour faire comprendre à un enfant que voilà, il y a des choses, c'est pas OK. Ah bah, si par exemple l'enfant fait du vélo et qu'il ne respecte pas les consignes, eh ben, on enlève le vélo pendant quelques temps. Mais Ah, voilà, mais il n'y a pas de violence là-dedans, surtout que la punition est prévue avant. À aucun moment, on évite vraiment le plus possible de créer une punition dans l'instant. Il faut que ce soit établi. Voilà ce qui est demandé. Si c'est pas respecté, voilà ce qui va arriver. Et l'enfant est au courant. oui. Lui enlever son téléphone portable, nous dit Laurence. Lui enlever son téléphone portable, Oui, pourquoi pas. Alors après, il faut voir le temps parce que de nos jours, le téléphone portable, c'est aussi un moyen de sociabilisation. Donc c'est un oui. petit peu plus compliqué, mais oui, pourquoi pas. Oui, Mais encore disons une que fois, selon l'âge, ça n'a pas les mêmes conséquences, entre guillemets. Si oui, c'est un voilà. tout petit qui a 6, 7 ans, on lui enlève le téléphone, voilà, ça va pas trop lui changer la vie. Par contre, pour un Non, ado ou bah, une ouais, c'est jeunesse, autre chose. Il y a une vie sociale derrière ce téléphone qui fait que si on l'enlève trop longtemps, ça peut l'embêter plus que prévu, quoi. Mais encore une oui. fois, à partir du moment où enfin, la règle établie et la punition associée est connue, on peut faire à peu près, Donc, on va sortir, par exemple, faire du vélo. ouais, On prévient l'enfant, attention,
il faut s'arrêter au stop, attention aux voitures, attention si, et si c'est pas le cas, si jamais il y a, voilà, tu n'écoutes pas, par exemple, je risque d'enlever ton vélo, hein, quelque chose comme ça, on Oui, voilà, l'annonce comme quelque ça. chose comme ça. Oui. Mm. Comme ça, il est au courant. Il y a pas de surprise. C'est ça qui est important. Il faut que la règle, la punition qu'on pourrait mettre soit juste. Oui. Et pas Et donc, juste une question de, voilà, je me suis mis en colère là, et puis parce que je me suis mis en colère, hop, j'ai réagi sur l'instant. Voilà, pas ce type de punition, hein, c'est vraiment, ouais, non, je ce comprends. type de punition est à éviter au maximum. Alors, parfois, quand on se met en colère et comme on disait tout à l'heure, on est déclenché, ben, ça peut arriver. C'est malheureux, mais c'est voilà, c'est comme ça. Donc après, on peut revenir dessus et les réexpliquer, éventuellement faire amende honorable et se dire, bah là, j'ai réagi un petit peu fort, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire différemment. En parler avec l'enfant pour qu'il comprenne que bah, ce qui s'est passé, c'est pas forcément que de sa faute, mais aussi parce que moi, en tant que parent, j'ai été déclenché. Euh, mais voilà, l'idéal, c'est quand même que ce soit connu. Et surtout, une autre règle importante pour une punition, c'est que ce soit pas au profit du parent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu m'as énervé que voilà, sous une forme de vengeance, par exemple, je te mets une punition parce que Ah, moi, ça me fait du bien, quoi. ouais, ok. Une punition, de façon concrète, il faut qu'elle soit au service de l'apprentissage de l'enfant. Oui, c'est ça. Il y a Laurence qui dit, parce que tout à l'heure, hein, quand elle parlait d'enlever son téléphone portable, elle dit, je peux dire qu'enlever le téléphone à mon ado de fils, c'était c'était violent. Ça a été vécu comme violent. Il a 14 ans. Et donc, elle rebondit sur ce que tu dis aussi. Elle dit, OK, on la met dans conséquences connues à l'avance. Donc, par exemple, pour l'ado, quand on est à table, on a des invités, par exemple, on prend du temps plutôt pour parler ensemble plutôt que de rester la tête dans son téléphone. Sinon, je t'enlève le téléphone pour la soirée, par exemple. Par exemple. Ouais. Et puis ça, c'est connu. Et puis, on change pas une punition par rapport à une règle qui serait pas respectée. C'est-à-dire que euh, à une règle correspond une punition et ça change pas dans le temps. Ça évite d'avoir des punitions qui vont croissantes et on ne sait pas où s'arrêter au bout d'un moment parce qu'on dit on enlève une journée et puis si le lendemain il continue, bah, on enlève 2 jours, on enlève 3 jours et puis après on Ah enlève oui, l'année prochaine. Donc non, d'accord, c'est oui, voilà, il ne faut pas que la punition, pas évolutif. voilà, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas une punition à la punition et un temps à la, voilà, OK. Bah, Laurence dit, bah, nous tentons aussi de trouver un accord sur la règle. Donc ça, c'est bien aussi, mais est-ce que tu es d'accord avec ça, le fait parce que je te dis, Laurence, nous tentons aussi, c'est toi et le papa ou toi et l'enfant, enfin, ou les 2 C'est une bonne parents avec question, ça. l'enfant? C'est qui le nous? Ouais. C'est qui le nous? Elle dit, «Tu préconises de négocier la règle établie, sinon c'est abus de pouvoir, non?» Bah, non, pas forcément. Mais si, s'il faut s'arrêter à un stop ou à un feu rouge, on s'arrête à un stop ou un feu rouge. Il y a pas de négociation possible sur celle-ci. Ouais, ouais. Parce qu'il y a danger Et oui, derrière. parce qu'il y a la sécurité, ouais. Eh oui, donc là, il n'y a pas de négociation possible. Alors Laurence Après, dit le «nous», c'est enfant-parent. enfant-parent, ben oui, on peut voir pour certaines règles. Mmh. On Pour peut le voir certaines ensemble règles. en fonction de son âge, quoi. Là, Oui, par voilà. exemple, 14 ans, c'est un bon âge, on peut faire des négociations avec son ado de 14 ans ou vaut mieux, à un moment, dire: «OK, non, c'est nous qui prenons la décision et puis c'est comme ça». Ben, ça dépend du sujet. Alors, ce que je pense comme négociation possible, ça peut être l'heure du coucher, parce que c'est quelque chose qui est évolutif dans le temps. On ne se couche pas à la même heure quand on a 3 ans que quand on en a 10, que Oui, quand on en a 18. Donc ça, c'est évolutif. Donc, à un moment donné, l'enfant peut revendiquer une heure de coucher plus tardive que celle qu'il a respectée depuis la dernière établissement de règles. mmh, Et ça peut être négocié, oui. Par contre, si l'heure, je dis n'importe quoi, si l'heure c'est 9 heures, eh ben, ce sera 9 heures jusqu'à ce qu'on statue ensemble ou que les parents décident que ça devienne 9h30 ou 10 heures. Et d'accord, après, hop, on reverrouille la règle jusqu'à la fois suivante. ouais. Ce qui est important, c'est que ce Hem soit connu, en fait, que ce soit établi et qu'il n'y ait pas sujet à interprétation de la règle en vigueur. Oui, parce que souvent, quand on est parent, on tend en plus le bâton à nos enfants pour nous faire battre. Oui, ben oui. C'est non seulement en galère, mais en plus, quelque part, on donne des raisons à nos enfants
d'être comme ils sont et de nous énerver, plus que de coutume. Alors Et, et encore, Laurence, elle dit: «Alors là, l'heure du coucher, c'est out of control chez nous». ok, ça convient à tout le monde, ça convient à tout le monde. Moi, ça me va, il n'y a pas Ouais. de, y a pas de problème là-dessus. Oui, s'il y a pas de conséquences de genre, le lendemain, j'arrive pas à me lever ou Oui, oui, j'arrive voilà, pas à c'est aller à ça. l'école et cetera, pourquoi pas, quoi, hein? D'accord. J'ai lu quelque chose dans ton livre aussi où tu dis: «Que mon amour soit le rempart de mon enfant». Ouais, C'est c'est beau. ça. Il faut que, et c'est d'ailleurs dans les dédicaces que je mets au début dans le livre, qui est générale, et je mets que l'amour me précède dans tout ce que je fais. Et c'est effectivement ça. Il faut d'abord que je trouve le moyen intérieur de parler à mon enfant à partir de l'amour que j'ai pour lui. Oui, C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça préserve de toutes mes attentes, ça le préserve de toutes mes colères, ça le préserve de tout ce que j'ai en moi qui pourrait être agacé et qui pourrait se manifester de façon un petit peu désordonnée, un petit peu violente, un petit peu euh, inappropriée. Et donc, voilà, mettre un filtre devant soi pour que lorsque je communique avec mon enfant, ce soit à partir de l'amour que j'ai pour lui. waouh! Laurence, elle dit: «C'est beau ça» et moi aussi je dis: «C'est beau». Il y a autre chose aussi, c'est, alors évidemment je retrouve pas la page, c'est toujours quand on en a besoin que c'est comme ça. C'est une phrase où tu dis dans le livre, que je dois me rappeler que mon enfant, c'est un peu comme une, tu sais, un peu voilà, ça c'est fragile, donc quand, je m'adresse à mon enfant ou quiconque, s'occupe d'enfants devrait un peu se rappeler, avoir genre une notice. Tu sais, tu vois cette phrase, que tu cites dans ton livre? Ou évidemment non, tu vas me dire: «Non, là, je me rappelle plus». Mais tu dis à un moment, voilà, que, il faut que je me rappelle que mon enfant, bah, c'est quelqu'un de fragile, quoi. Enfin, c'est un enfant et Oui, donc je me rappelle pas vraiment de la phrase en question, mais oui, c'est quelqu'un de fragile parce que c'est un être en construction, donc il est encore en train de se poser des questions, il n'a pas encore toutes les règles, il ne sait pas comment vraiment évoluer dans le monde en fonction de son âge. Alors évidemment, plus il grandit, plus il sait faire. Mais oui, c'est ça, elle a une fragilité qui se trouve ici et il faut que moi, en tant que parent, j'accepte qu'il puisse se tromper, que j'accepte qu'il soit en phase d'apprentissage, et lui montrer le chemin, lui montrer comment faire dans le monde dans lequel on vit. oui. Et c'est là que, en fait, on vient poser le cadre à l'enfant. Parce que le cadre, il a mauvaise presse, parce que il y a une expression qui dit que voilà, bah, celui-là, cet enfant, il s'est mal comporté, il faudrait le recadrer. Mmh. Euh, et ça, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que le cadre, c'est un peu comme si, c'est l'exemple que je prends dans le livre, d'ailleurs, c'est si je me déplace dans un pays étranger dont je connais pas les coutumes et les règles en vigueur, si je vais dans un pays en Asie, par exemple, je connais pas, enfin, c'est une autre culture. Donc, si j'y vais moi tout seul, sans avoir quelqu'un pour m'aider, bah forcément, je me confronte à des comportements qui seront inadaptés. Et donc, la population locale regardait en disant, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il sort d'où? Oui, Mais si je me fais accompagner par quelqu'un qui serait natif du pays et qui m'explique que dans tel cadre, on se comporte de telle façon, etc., là, je pourrais m'adapter beaucoup plus facilement et avancer en accord avec la population locale. Et donc, la fragilité qui serait la mienne, la vulnérabilité par rapport à qui je suis dans ce pays, aura plus rapidement tendance à disparaître que si j'y vais tout seul. oui, non, mais c'est clair et c'est ce que tu disais aussi en début d'émission, c'est que on a parfois besoin de se faire accompagner. C'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles tu en as fait ton métier, Ouais. parce que, parfois, même quand on essaye, on n'arrive pas, beh, c'est dans ces moments-là où on se dit: «Bon, allez hop, je sors mon joker, je vais me demander de l'aide, je vais appeler, à l'aide quelqu'un qui va pouvoir un petit peu, comment régler ces relations parents-enfants». Mais là où c'est le plus grave, le plus compliqué, c'est quoi? Quand ils sont tout petits ou quand ils sont ados? C'est dans les relations parents-enfants, où ça commence à bon, on sait qu'à partir de 2 ans, ils commencent à dire non, donc là, ça commence voilà, ça nous plaît pas, hein, quand on est parent. Non, Alors ça le n'existait premier non, pas. on est super, fiers, super contents, mais quand le non intervient trop, après on sait plus. Oui, parce que quand les enfants qui ont 2 ans commencent à dire non, c'est là où on est un peu touché dans notre ego parental et qu'on se dit, bah, il faut qu'on prenne du recul pour pouvoir accepter ce qu'il est en train de dire.
Et on n'a plus la toute-puissance. Soudain, on Voilà, a c'est quelqu'un ça. en face de nous qui s'exprime, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Alors les difficultés sont changeantes parce que quand ils sont tout petits, bah, les difficultés c'est plutôt de l'ordre matériel. Moi je me rappelle que lorsque mon fils était tout petit, bah, je savais pas ce que donner un biberon, je savais pas donner une couche. Il avait des douleurs pendant ses digestions, donc il fallait gérer ça aussi. Et c'est voilà, c'est plutôt des difficultés de cet ordre-là. Alors Mmh. après, il devient bah, enfant, et puis il grandit, après ado. Et au moment de l'adolescence, bah, il vient un peu tester les limites, quoi. Ouais. Mais il commence déjà tout petit, mais c'est vrai qu'ado, bah, c'est presque un adulte, déjà Oui, en c'est ça. taille, parfois il dépasse même les parents. C'est exactement ça. Ouais, donc et en même temps, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Ah, mais c'est tout à fait normal. Et mais une adolescence qui se passerait bien, ce serait plutôt inquiétant en Oui. soi. S'il n'y a pas Parce de que là, confrontation, s'il n'y a pas de... je lis page, alors attends, c'est quoi le numéro de page? Mince, je vois pas le numéro de page, mais à un moment tu mets, «J'évite de faire un adversaire de mon enfant sous prétexte de mes attentes à son égard». Oui, Parce que c'est vrai qu'on a des adversaires en face de nous quand on a des enfants bah, qui disent: «Non, je ne suis pas d'accord» ou «Non, je n'ai pas envie» ou on en fait un adversaire alors qu'on ne devrait pas. ben, c'est ça. En fait, on en fait un adversaire, mais ça n'en est pas un. C'est juste une personne qui s'émancipe et qui prend sa place et qui commence à exprimer ce qu'il touche vraiment et quelles sont ses propres idées. Mais il y a quelque chose qu'il faut... Alors, c'est bien d'anticiper dans le temps, ça, parce que euh, un ado qui n'aurait pas été écouté dans son enfance va venir forcément en conflit parce que s'il n'a pas l'habitude de Ah pouvoir bah oui. d'être entendu au sein de sa famille, bah, il va aller chercher en force ce dont il a besoin. Mais si on anticipe ça dans le temps et que déjà quand ils sont tout petits, on leur laisse un espace de parole pour qu'ils puissent exprimer exactement ce qu'ils ont envie de dire, ça ne veut pas dire être d'accord avec eux, ça ne veut Oui. pas dire ne pas discuter, ça ne veut pas dire dire amen à tout ce qui est dit, mais au moins leur laisser le libre euh, un moment pour qu'eux puissent s'exprimer Échange, réellement. ouais. Ouais. Et ben, dans ce cas-là, ils auront l'habitude d'être entendus, ils auront l'habitude d'être écoutés, et les parents auront pris aussi l'habitude d'écouter et d'entendre leur enfant. Si bien que lorsque l'adolescence arrive et que bah, les différences de point de vue viennent, se manifestent, et ben, on aura chacun, l'enfant comme les parents, pris l'habitude de s'écouter et d'échanger sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Ouais et ça, c'est vraiment génial et tu as raison de dire que on peut écouter l'autre sans être d'accord, mais écouter l'autre, juste écouter l'autre Oui. et ce matin, je faisais philo, un atelier philo et le thème de cet atelier philo, c'était la bienveillance et la jeune femme qui, crée ces ateliers philo, elle donne des ateliers philo aux enfants à partir de 7 ans. Et là, par exemple, pour nous, adultes, ce matin, c'était: «Quelle est ma définition de la bienveillance?» Nous étions 10 Mhm. dans le groupe et chacun ensuite a donné sa définition de la bienveillance et on s'est évidemment aperçu que chacun avait sa définition de la bienveillance. Parfois, on avait des choses en commun, mais il y avait des choses parfois qui étaient très, très différentes. Et est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas écouter l'autre? Non, en fait, c'était ça, ce que nous apprenait cet atelier, c'était bah, son avis est aussi important que le mien et je peux juste prendre un moment pour l'écouter et je me dis: «Waouh! Ça, c'est puissant» parce que, parfois, on a tendance à vouloir mettre les gens dans un camp ou dans l'autre et un peu comme avec les enfants, finalement, on veut qu'ils soient dans notre camp et pas contre nous. Mais quand, ça se passe pas bien, c'est pas terrible. Bon, Laurence, elle dit: «Mon fils fait 2 mètres». Ah bon, 2 mètres à 14 ans, bah, dis donc, oui, j'imagine qu'on peut se sentir petit des fois et alors elle dit: «Je pense que c'est petit que l'on crée du lien et on récolte ce qu'on a semé à l'adolescence», évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est ça, quand je dis éviter de faire un ennemi de son enfant, c'est ça, c'est justement lui laisser cet espace pour pouvoir dire ce qu'il a envie et de respecter ce point de vue qui serait différent du mien. C'est pas évident parce que depuis tout petit, depuis sa naissance, ben en fait, on est les référents. Donc, au départ, ils font exactement ce qu'on leur demande. Moi, je me rappelle, mon fils, quand il était tout petit, il commençait à marcher. Je lui demandais quelque chose, il courait le faire. Mmh. C'est terminé depuis longtemps. Mais voilà, donc on a pris l'habitude en tant que parent d'être écouté et que l'enfant obéisse
à ce qu'on leur demande de faire. Et puis soudainement, eh ben, ça se passe différemment. Ils revendiquent autre chose, ils revendiquent d'autres points de vue, ils revendiquent d'autres idées. Et là, si nous, on ne fait pas attention en tant que parents et si on n'a pas pris cette habitude d'écoute et d'acceptation de la différence de point de vue, on peut rentrer dans un conflit et faire en sorte et provoquer justement l'ennemi chez notre enfant. Et en fait et faire de notre enfant un adversaire alors C'est qu'en ça. fait, c'est notre enfant. Tu dis aussi qu'il faut montrer l'exemple parce que montrer l'exemple, c'est bien plus efficace, que tout ce que l'on pourrait dire finalement en tant que parent. Bah oui, tout à fait. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça marche pas. Parce qu'au bout d'un moment, les enfants, ils se rendent bien compte qu'on fait pas ce qu'on leur demande de faire. Donc, Ouais. Ça voilà. marchait peut-être avec une certaine génération d'enfants, mais plus Ouais, la peut-être. nouvelle. Je suis pas sûr que ça ait vraiment marché. Peut-être qu'ils ont été Ouais, contraints, quoi. ouais. Mais si on dit, par exemple, il y a plus de bonbons après 18 heures, il y a plus de bonbons après 18 heures. C'est pareil pour les enfants que pour les parents. C'est des Ouais, règles qui s'appliquent à tout le monde, ça. Si on dit on est à 7 heures ou 7h30 à table, eh ben on est à 7 heures, 7h30 à table. Et c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas plus besoin à un enfant d'être à 7 heures ou 7h30 qu'à un parent. ouais. Donc, ce sont des règles qui s'appliquent à tout le monde, ça. Et c'est ça qu'il est Lau important de Laurence a prendre en trouvé une considération. pépite ce soir, ne pas faire de mon enfant un adversaire. Eh oui, bah oui. Ouais. Merci. Tu parles aussi de 2 facteurs qui sont clés, dans une famille qui est épanouie, c'est le respect, et la confiance. Mmh. Oui, c'est deux choses qui sont essentielles. Effectivement, pour communiquer avec mon enfant, si je respecte pas, et c'est ce qu'on disait juste à présent, là, il faut être en mesure de pouvoir lui laisser le champ libre et puis de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être qui il est aussi. C'est pas simplement l'expression orale, mais c'est aussi l'expression dans sa corporalité, la façon dont il s'habille, la façon dont il se coiffe, etc. Ouais, c'est ça. C'est respecter et accepter aussi qu'il puisse avoir parfois un look qui ne correspond pas forcément. Et d'ailleurs, ces looks, c'est parfois aussi pour, faire réagir le parent, hein. Tu dis, «L'équilibre de la relation se fait en prenant en compte le ressenti de chacun et ne peut en aucun cas être géré comptablement». Non, il n'y a pas de comptabilité là-dedans. On peut pas tenir un registre d'apothicaire en mettant, t'as fait ceci, moi j'ai fait cela, et puis il faut que ce soit équilibré à la fin. C'est pas possible. Il faut que simplement Ouais, que on sorte dans une relation gagnant-gagnant. Il faut que l'enfant se sente écouté. Il faut que le parent aussi puisse pouvoir s'exprimer. ouais. Mais encore une fois, l'enfant pourra écouter son parent que si ça, dans un premier temps, le parent écoute l'enfant. On montre l'exemple toujours. Bah oui, évidemment, ouais. Tu parles aussi, tu expliques un petit peu finalement tout à l'heure quand je te disais, voilà, j'ai ma fille, elle appuie sur un bouton, bam, j'explose. Tu parlais d'aller voir justement à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que, tu as un petit tableau comme ça dans le livre où, tu parles de besoins non satisfaits et du rééquilibrage et donc par exemple, la peur, dans le besoin non satisfait, c'est un besoin de sécurité. Donc, si Ouais. j'ai peur, c'est parce que justement, j'ai l'impression que la sécurité n'est pas là et que le rééquilibrage, ce serait d'être protégé et d'être rassuré. Donc ça, c'est chouette aussi d'avoir ces petits mots-clés comme ça de et c'est même des choses qu'on peut peut-être coller sur un réfrigérateur ou un miroir de salle de bain pour que tout le monde voit parce qu'on comprend mieux pourquoi l'autre parce que là je parle de la peur, mais il y a la colère, la tristesse, donc on comprend mieux pourquoi l'autre a réagi comme ça que l'autre soit mon enfant ou que ce soit le parent qui réagit comme ça aussi. Oui, hein, quand tu parles de sécurité, c'est pas simplement la sécurité, comme on le pense dans un premier lieu, c'est aussi, la sécurité émotionnelle, la sécurité Oui. affective, toutes ces choses-là qui sont plus subtiles, mais qu'il faut aussi prendre en considération. Ah là là, c'est chouette, c'est passionnant. Laurence nous dit: «Alors, c'est ce qui se passe entre mes 2 fils, ils tiennent une comptabilité des tâches ménagères». Oui, mais là, c'est entre les 2 fils, c'est encore différent, non? Là, tu parlais plus de la comptabilité parent-enfant, Ouais, oui, ouais, oui, c'est normal que des enfants entre eux, ils veulent mettre à table autant de fois que l'autre et pas plus, ça oui, c'est c'est ça. C'est: ouais, c'est «Attends, moi, la compréhensible. dernière fois, je l'ai fait, là, c'est ton tour». Oui, voilà, bon, OK. Ouais, ouais. Donc là, c'est normal, ouais. Mais par contre,
que le parent tienne une comptabilité. Bon, alors, cette semaine, voyons, lundi, tu n'as pas fait le rangement de ta chambre, mardi, tu n'as pas débarrassé la table. Ouais, 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 ok. Ça, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, Oui. dans les couples, ceux qui font vraiment du 50-50, mais du 50-50 strict, bah, c'est ceux qui tiennent en général le moins longtemps parce que c'est tellement figé et c'est tellement arrêté que bah, ils dérapent rapidement et puis ça ils s'entendent plus. Donc, le 50-50, oui, mais alors avec une marge de tolérance, quoi. Ça peut être du 45-55, ça peut être un petit, enfin, à voir entre les personnes concernées, mais voilà, c'est important d'avoir une marge de tolérance et d'accepter aussi que l'autre puisse ne pas le faire à un moment donné parce qu'il a un devoir à faire, il faut qu'il révise ou qu'il a un événement sportif qui fait qu'il n'est pas là et donc on prend le relais et ce sera à charge de revanche la prochaine fois. Mm. Souvent, dans les relations parents-enfants, il y a ce que les autres pourraient penser. Souvent, les parents, par exemple, vont être très durs avec leur enfant parce que, que penserait le voisin ou que penserait le professeur ou que penserait monsieur ou madame dans la rue si mon enfant n'était pas gentil, n'était pas sage, n'était pas poli, des choses comme ça. Donc ça vient de l'éducation forcément, mais on peut inverser la vapeur quand on a ce genre de peur, de Oui, bah ça, croyance. Ouais. c'est le temps dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et là, c'est le parent qui met sa réputation, si je puis dire, sur la table, hein. C'est ça. Je vous raconte une petite anecdote. Lorsque mon fils, je sais pas, il avait 5-6 ans, il m'a fait un caprice en plein centre commercial, il s'est roulé par terre. Mais littéralement, il était par terre en train de crier, taper, enfin, il était. Ok. Je me suis assis, j'ai attendu que ça se passe. Ah Alors, ouais. alors À tout le côté de monde me lui, tu t'es regardait. assis à côté de Ouais, lui, ouais, ouais. voilà. Ouais, ouais, je me suis à côté de lui. Et puis, alors, il y a une femme d'un certain âge qui pouvait être grand-mère à ce moment-là qui est passée et qui a regardé, qui m'a vu et qui savait pas quoi faire. J'ai envoyé un regard noir et elle a passé son chemin parce que ça la Oui, regarde parce pas. que oui. Et puis, bah, comme mon fils avait terminé de faire son caprice, je l'ai relevé et je lui ai pris dans mes bras et puis il m'a dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Raconte-moi. Waouh! Alors, tu sais, Et- est-ce que tu as vu cette pub d'un enfant qui est dans un supermarché, qui veut des choses et comme sa mère les lui donne pas, il balance un truc et il se roule par terre et la mère prend le sac, elle fait pareil, elle le balance et elle se roule par terre et elle hurle comme lui. Tu as vu cette pub? Bon, est-ce que c'est l'exemple à seguir en tant que parent? Faites comme vous le sentez, c'est le message principal que je passe. Si vous voulez faire ça, moi je sais que ça m'est aussi arrivé lorsque mon fils s'est mis à crier, j'ai crié aussi. Oui, Il sait le faire, je sais le faire aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a crié tous les deux, oui. qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Et après on ouvre l'espace de discussion. oui, voilà, on ouvre l'espace de discussion. Mais encore une fois, quand on est confronté à ce qu'en dira-t-on, on regarde l'autre. Alors parfois aussi, il y a les grands-parents qui viennent s'en mêler. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Moi, de mon temps, c'était différent, etc. Bah, il faut quand même, et c'est ce que j'ai depuis le début, il faut qu'on se pose intérieurement, carrément, pour savoir qu'est-ce que moi je veux transmettre à mon enfant. Et il faut que ce soit clair dans mon esprit, qu'il ne soit pas sujet à discussion. Alors, faut pas non plus être complètement fermé. On peut se tromper et revenir sur ce qu'on a dit, ou ce qu'on a établi, mais il faut que ce soit clair et que je sois d'accord avec moi-même. Mmh. S'il y a une génération qui vient s'impliquer dans l'éducation d'un enfant, ça en fait une de trop. Les conseils sont bienvenus. Imposer quelque chose, ça ne l'est pas. Oui, genre, la grand-mère qui dit: «Oui, tu devrais pas faire comme ci, tu devrais faire Voilà. comme ça», ou qui prend les choses en main. Oui, Bon, c'est ça. «Mon fils, j'espère que dis-moi, hein, si je deviens une grand-mère comme ça». Voilà, Non mais mais c'est aussi les parents des copains, c'est aussi oui. à la, Ah à la oui, sortie de l'école, c'est aussi ces choses-là, le regard de toute la société en fait qui pose sur ouais, soi. Et c'est pour ça que c'est important d'être au clair avec soi-même. ouais. Dans le livre, tu dis aussi que combien c'est important de se rendre compte que ce que on est en train de transmettre à notre enfant, bah, voilà, il y a un jour, il va être adulte et qu'est-ce Oui, qu'on lui aura transmis? ouais. C'est Et c'est c'est toute la c'est démarche en on fait. n'y pense pas des fois à ça. Pas Non, suffisamment ou en tout cas. non, non, il n'y a pas de réflexion en fait. En général, moi je sais que je suis rentré dans la parentalité au départ, je me suis pas posé de questions, je suis rentré comme ça parce que bah il était là et puis j'avais voulu avoir un enfant, donc on y va. Et puis jusqu'à cet épisode que j'ai décrit des mathématiques au début de cette émission.
me suis pas trop posé de questions. Et puis, quand j'ai vu que ça pouvait déraper, je me suis dit, là, ça se passe pas comme ça. Et je suis pas d'accord. Il faut que je me repose et enfin que je me pose POSE intérieurement pour savoir ce que je veux transmettre et quelles sont les valeurs que je veux apporter. Mmh. Ah Laurence oui, parle d'approche paradoxale. qu'est-ce que tu entends par approche paradoxale dans ce cas-là? Qu'est-ce qui fait le lien avec ça? Laurence, il te reste 5 minutes pour répondre. Alors, ce livre est bourré d'exercices. Tout à l'heure, tu en as cité un, j'en ai cité un autre, mais il est plein d'exercices pratiques, notamment pour effectivement se poser la question et se poser, P-A-U-S-E, parce que parfois, effectivement, quand on rentre dans la vie comme ça, voilà, on est ado, puis après on est adulte, et puis après Mm. on est parent, et en fait, les choses nous arrivent comme ça et on réagit un peu au pied du mur. On se dit: «Ah merde, bon, bah, c'est bon, OK, j'y vais, quoi». Mais je me suis pas posé un moment, ni même peut-être toute seule ou tout seul, ni même avec mon conjoint, pour me dire: «Bah, OK, on a un enfant, qu'est-ce qu'on décide ensemble de Ouais, mettre en place pour notre enfant?» On le fait pas ça, on réagit au jour le jour, on essaie de faire de son mieux. Et en fait, là, dans le livre, tu donnes cette importance-là bah, d'écrire ses valeurs, d'écrire ses croyances aussi, parce qu'on oui, peut avoir des croyances limitantes, d'autres qui vont nous porter, mais voilà, de vraiment se poser pour faire ça. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, on pèse le pour et le contre. Ce serait quoi la meilleure oui, c'est ça. En fait, on fait, ouais, on fait la liste et puis après, moi, je propose de la faire sur trois jours de façon à ce qu'il y ait un moment de pause et puis on revient dessus pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça sur 3 jours, eh bien, on pondère parce que les idées sont venues en désordre. Et donc, on reclasse tout ça par une façon de pondérer, par une note ou quelque chose comme ça, ce qui nous convient mieux, de façon à classer les plus importantes ou moins importantes. Et après ça, comme je disais encore tout à l'heure, on appose avec le même travail que le conjoint a fait. Et puis, on voit quels sont les points divergents et les points en commun et comment. Alors, les points communs, c'est facile puisqu'ils sont communs. Mais les points divergents, qu'est-ce qu'on en fait et quels sont ceux qu'on privilégie et comment on peut, entre les parents, trouver un terrain d'entente pour que chacun puisse se retrouver. oui, c'est ça. Par rapport à l'approche paradoxale dont parlait Laurence, c'est se rouler par terre avec le gamin. Ouais, ok. Mais elle nous dit: «Merci, c'était apprenant». Bah oui, hein, merci Laurence et merci à toi Olivier. Merci Je pour ta participation, partage Laurent. Sophie. Bah oui, je l'ai partagé en commentaire, donc vous allez le trouver facilement, mais autrement, le site est dans le descriptif de cette vidéo, donc vous allez trouver bah, le site d'Olivier facilement. Je vais partager rapidement, comme ça, vous le verrez, je vais partager aussi, hop, je le fais tout de suite, comme ça c'est fait, la chaîne Facebook de S'élever ensemble, parents-enfants s'élever ensemble, avec bah, ces émissions, ce que tu fais avec des petits modules, mais parfois c'est Ouais. important ces petits modules. C'est vrai que nous, on a balayé un petit peu plein de choses, alors que ce qui est bien aussi, c'est quand on est dans un détail et qu'on a voilà, le petit truc, ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. Donc, merci à toi, Laurence. Elle nous dit merci à tous les deux. Merci à toutes celles et ceux qui étaient connectés en direct et merci aussi à celles et ceux qui seront connectés en replay. Donc, je rappelle que Olivier est l'auteur de ce livre Parents-enfants, qu'il est un spécialiste de la relation parent-enfant et que si vous avez des petits problèmes de relation avec votre enfant et que vous n'en pouvez plus, que vous avez essayé comme ci, essayé comme ça, essayé plein de solutions et puis que vous ne voyez pas de lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire, eh ben, vous pouvez contacter Olivier. Est-ce que tu fais des consultations à distance, Olivier? Oui, bien sûr, je peux. Oui, oui, bien Oui. sûr. Oui, OK. Donc à distance ou en en présentiel, mais présentiel. si en présentiel, c'est plutôt, Paris et les environs de Paris, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis à Ivry, en fait. Ouais. Est-ce que tu as prévu d'en faire un autre? De De livres? Ah non, un instant, j'ai cru que moi, j'ai fait de faire un autre enfant, donc je j'ai pas bien Non, vu l'idée.
Non, de livres. Bon, tu sais, pour certains, ça peut être considéré comme un enfant aussi, hein, un Ouais, ouais, projet, c'est vrai. un boulot, une entreprise, c'est comme un enfant. Mais est-ce que tu as prévu d'en écrire un autre de livre? Non, pour l'instant, il y a rien de prévu, mais si c'est une idée qui me vient et qu'il y a une raison de le faire, je le ferai. Oui, c'est avec plaisir, bien sûr. Je te Ouais. laisse 30 secondes pour dire quelque chose aux parents, ce que tu veux. Dans le livre, il y a une citation que j'adore et qui est faite de donner un peu la trame conductrice de ce livre. C'est Montaigne. Alors, je la donne à Montaigne parce que c'est prouvé que j'ai vu sur Internet lorsque j'ai fait mes recherches, qui dit que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Et je trouve que c'est une image, une très belle image de ce qu'il faut apporter, à mon sens, à un enfant. Il faut l'éveiller de façon à ce qu'il puisse s'émerveiller de la vie et qu'il puisse crépiter par lui-même, en fait. Ouais, merveilleux. Merci encore, Olivier. Si cet exercice ce soir t'a plu, on fera d'autres émissions. Et Ah si bah, ça vous a avec plu plaisir. aussi, bah, envoyez-nous un message parce que ça fait toujours plaisir. Envoyez un message à Olivier sur sa chaîne, sur son mail où vous voulez, ou sur moi, vous savez pareil, hein. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tout pour contacter Olivier ou moi. Merci encore et puis bah, une prochaine fois. Merci à tout le monde et merci beaucoup, Lénaïque, pardon, pour ton Avec invitation. grand plaisir.